En 1973, 18 scouts sont partis camper. 17 sont revenus. Pendant 20 ans, tout le monde a cru à l'attaque d'un animal sauvage. Ils avaient tort. Une seule personne connaît la terrifiante vérité, et son histoire va changer tout ce que vous croyez savoir sur les disparus dans la nature. Par où commencer? Ce que je vais vous raconter, c'est exactement tout ce qui s'est passé. On m'a traité de menteur, de tueur, et de tous les autres noms que vous pouvez imaginer, mais vous savez quoi? Je m'en fiche. Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là, et ce que j'ai vu 20 ans plus tard. Nous sommes arrivés au réservoir de Gooseberry vers 15 heures, le vendredi 8 juin. C'était l'été, nous avions 13 ans, et nous étions excités de partir camper, d'autant que les vacances venaient de commencer. Jake et moi, ses amis et sa famille l'appelaient tous les deux, adorions pêcher, et le réservoir de Gooseberry était réputé pour ça. Dès notre arrivée, nous avons monté notre camp à moins de 100 mètres du lac. Jake et moi partagions une tente, comme toujours. Après avoir fini, nous avons immédiatement pris notre matériel de pêche et couru jusqu'au lac. Je me souviens bien de cette journée, le temps était parfait et nous avons attrapé une demi-douzaine de poissons avant la tombée de la nuit. De retour au camp vers 20 heures, nous avons cuisiné et mangé une partie de nos prix. Pendant 1 heure ou 2, nous nous sommes tous assis autour du feu, à raconter des histoires et à rire. C'était une journée formidable, jusqu'au moment de se coucher. Je ne sais pas quelle heure il était quand nous sommes allés dans la tente. Je me souviens juste qu'il était tard et que je me suis endormi rapidement. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être réveillé par Jake qui ouvrait la fermeture éclair de la tente en disant qu'il devait faire pipi. Je me suis rendormi aussitôt. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant de me réveiller à cause de l'air froid de la nuit sur mon visage. Je me suis assis et j'ai vu que la porte de la tente était toujours ouverte. J'ai appelé Jake dans l'obscurité. Pas de réponse. J'ai appelé plusieurs fois de plus, et encore, aucune réponse. À ce moment-là, je commençais à avoir peur, alors j'ai décidé de sortir le chercher. En sortant de la tente, j'ai ressenti une quiétude sinistre et un sentiment angoissant d'être observé. Un frisson glacial a parcouru mon échine et les poils de mon corps se sont hérissés. J'ai balayé la zone avec ma lampe de poche mais je ne l'ai pas vu. Je me suis éloigné d'une dizaine de mètres et je l'ai appelé de nouveau, cette fois plus fort, mais toujours rien. La panique commençait à monter, et j'ai décidé qu'il était temps de réveiller les chefs. Une fois réveillés et informés, ils n'ont pas perdu une seconde. Ils ont décidé de réveiller tout le monde pour un décompte et pour aider à chercher Jake. Les chefs ont immédiatement commencé à crier son nom, mais comme avant, aucune réponse. Ils nous ont rassemblés et ont expliqué que nous allions former une ligne et ratisser la zone. Nous avons formé une longue ligne et avons commencé à marcher lentement en un grand cercle, tout le monde criant le nom de Jake. Toutes les quelques minutes, nous nous arrêtions pour écouter une éventuelle réponse, mais encore une fois, rien. Je ne sais pas depuis combien de temps nous cherchions quand l'un des autres garçons a crié « Eh, j'ai trouvé quelque chose, venez voir ». Je n'oublierai jamais l'urgence dans sa voix. Tout le monde a immédiatement couru vers lui et a regardé là où il pointait. Là, sur le sol, se trouvait une petite flaque de sang. Un des chefs a été le premier à parler, disant que ce devait être l'œuvre d'un puma ou d'un ours. Un autre chef a alors dit qu'il n'était pas prudent de continuer les recherches dans le noir. Le plan était de se lever tôt, de conduire en ville pour prévenir le shérif et les secours. Cette nuit-là, je doute que quiconque ait dormi. Dès qu'il a fait assez clair, nous nous sommes entassés dans les voitures et avons conduit jusqu'à la ville la plus proche. Nous sommes allés directement au poste du shérif et leur avons raconté ce qui s'était passé. Une équipe de recherche et de sauvetage a été rapidement formée et nous sommes tous repartis au camp. Ils ont même amené des chiens pour essayer de suivre l'odeur de Jake. Le shérif m'a pris à part et m'a fait tout raconter depuis notre arrivée. Nous avons ensuite montré à tout le monde où nous avions trouvé le sang. Je me souviens vivement des chiens reniflant le sol avant de partir soudainement en courant. Nous les avons tous suivis à travers l'épaisse forêt, tout le monde criant le nom de Jake. Nous avons dû parcourir plusieurs kilomètres à travers cette forêt dense, des ravins et des montagnes escarpées avant d'arriver à une rivière au courant fort et rapide. Malheureusement, il était impossible de la traverser en toute sécurité. C'est là que les chiens ont perdu la piste de Jake.
Les recherches ont duré plusieurs semaines après ça, mais n'ont jamais rien donné. Elles ont finalement été annulées et Jake a été déclaré disparu. Mais la partie la plus étrange et la plus incroyable de cette histoire a eu lieu 20 ans après la disparition de Jake. Je n'en parle pas beaucoup car la plupart des gens ne me croient pas, mais encore une fois, je m'en fiche. J'étais là, pas eux. L'été 1995 fut la dernière fois que je suis retourné là-bas, et je n'y retournerai jamais. C'était le dernier week-end de mai, ce qui signifiait qu'il y avait encore de la neige sur les sommets et que l'eau était froide. Il n'y avait personne d'autre ce jour-là. Je suis toujours retourné à l'endroit exact où Jake et moi avions attrapé tous ces poissons. Je suis arrivé tôt le matin, vers 6h30. Je venais de lancer ma ligne lorsque j'ai entendu derrière moi « Bonjour, Dakota ». Je me suis immédiatement figé. Je me suis lentement levé et retourné. À une trentaine de mètres derrière moi se tenait un homme que je ne reconnaissais pas. Il était extrêmement poilu de la tête aux pieds, ne portait pas de chaussures et avait des vêtements en lambeaux. Je suis resté là, incapable de parler. Quand j'ai finalement réussi à parler, j'ai dit « qui êtes-vous » Il est resté là à me regarder et a finalement répondu « C'est moi, Dakota. » C'est Jake. Je me souviens d'une vague d'horreur et d'adrénaline qui a immédiatement envahi mon corps. Je suis resté figé, incapable de bouger un muscle. Quand j'ai pu rassembler mes mots pour parler, j'ai dit « Où étais-tu pendant toutes ces années ?» Les mots suivants de Jake me hanteront jusqu'à ma mort et j'y pense presque tous les jours. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit « J'ai été emmené, et tu dois partir maintenant. » Il t'observe. Pars, maintenant. Après ça, je n'ai même pas réfléchi. Aussi vite que j'ai pu, j'ai chargé mon matériel dans mon camion, j'ai sauté dedans, démarré le moteur et je suis parti aussi vite que possible. J'ai regardé dans mon rétroviseur en m'éloignant et j'ai vu Jake retourner lentement vers les arbres. Je n'ai rien dit à personne pendant plusieurs années après ce qui s'est passé. Je savais que personne ne me croirait, et je ne voulais pas y retourner. Si j'avais prévenu les autorités, elles m'auraient forcé à y retourner avec elles, ou elles m'auraient pris pour un fou. De plus, les parents de Jake étaient âgés et avaient fini par accepter sa disparition. Je ne pouvais pas supporter de leur donner de l'espoir pour leur faire revivre tout ça. J'ai décidé d'attendre leur décès. Je n'ai jamais su qui ils étaient, ou de qui ils parlaient, mais comme je l'ai dit, j'y pense tous les jours de ma vie.